que vous venez d'entendre, c'est l'hymne des femmes entonné à Avignon la semaine dernière en France, après un procès hors norme, peut-être le procès de l'année. Un procès qui est finalement arrivé à terme, celui des viols de Mazan. Au centre de cette affaire, Gisèle Pelicot. C'est cette femme qui a été droguée par son ex-mari pendant une décennie et livrée à des inconnus. Elle est devenue un symbole de courage et de droiture en faisant lever le huis clos qui protégeait son identité et en choisissant d'affronter publiquement ses quelques 50 agresseurs avec un objectif clair, que la honte change de camp. J'en discute avec un de ses avocats, Maître Antoine Camus. Bonjour, Monsieur Camus. Bonjour. Maître Camus, merci d'être des nôtres aujourd'hui pour parler de ce sujet difficile. D'abord, quelques jours après le procès, et maintenant que tous ces hommes, y compris et probablement surtout son ex-mari, ont été reconnus coupables, comment elle se porte, Gisèle Pelicot? Écoutez, elle est apaisée, et soulagée après le verdict rendu mercredi dernier, pardon. Ça passe vite. Elle est effectivement apaisée. Comment on sort d'un procès comme celui-là? Qu'est-ce qui vous marque quelques jours après la fin? Écoutez, la fierté d'abord d'avoir accompagné Gisèle Pelicot, qui est une femme d'un courage absolument exemplaire, qui a fait face avec une dignité absolument remarquable à ces violeurs, avec calme, avec absence totale de colère et une détermination farouche. Donc bien sûr, on ne peut être que fier également d'avoir, et pour un avocat ça n'est pas rien, et pour une fois que ça nous arrive, d'avoir pris part et d'avoir porté une cause à laquelle on tient particulièrement. Moi je considère que c'est une cause générationnelle pour un avocat. J'ai 46 ans, c'est évidemment 46 ans après #MeToo, en France un autre mouvement, Balance ton port. Effectivement, à 46 ans, on connaît tous quelqu'un dans nos familles, dans notre entourage professionnel, parmi nos amis, quelqu'un touché de près, directement, par les violences sexuelles, et je considère que c'est un combat générationnel. Je suis extrêmement fier d'avoir pris part à la cause défendue par Gisèle Pelicot. La décision de Mme Pelicot d'avoir voulu que le procès soit public, de montrer son visage, que son nom soit publié, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est devenue pratiquement une icône de la cause des femmes, une héroïne féministe, pour reprendre les termes du New York Times. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa décision à titre d'avocat lorsqu'elle vous a dit ça la première fois? Je veux montrer mon visage, je veux qu'on connaisse mon nom. Écoutez, on a d'abord voulu s'assurer qu'elle ait bien pris en compte toutes les implications de cette décision, qui était donc celle de ne pas user du droit qui aurait été le sien, que les débats se tiennent à huis clos. Vous savez qu'en France, les débats, le principe est qu'ils sont publics, à l'exception pour les adultes. S'agissant des mineurs, la situation est un peu différente, mais s'agissant des adultes, c'est le principe, à l'exception des affaires sexuelles pour lesquelles il est possible à toute victime de demander à ce que toute ou partie des débats se tiennent à huis clos. S'agissant de Gisèle Pelicot, au départ, elle souhaitait que nos débats se tiennent à huis clos, tout simplement parce que, comme la quasi-totalité des victimes de violences sexuelles, j'imagine dans le monde, elle était frappée d'une forme de sentiment de honte et de culpabilité, un sentiment de culpabilité de n'avoir rien vu pendant autant d'années, et de honte également parce que elle savait que un certain nombre d'images et de vidéos seraient manipulées par tout un tas de personnes, qu'il s'agisse de juges, d'avocats en défense, ses propres avocats. Des gens qu'elle croisait par la suite, là.
des gens qu'elle pouvait croiser. Et donc, en réalité, au départ, elle ne voulait pas d'une publicité des débats et elle avait bien l'intention d'exercer le huis clos. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'approche du 2 septembre, l'ouverture du procès, nous avons Stéphane Babonneau, mon confrère qui m'assiste pour défendre Gisèle Pelicot, nous avons souhaité qu'elle visionne ces vidéos que jusqu'à présent, elle s'était toujours abstenue de visionner. Elle n'avait vu que quelques images, considérant qu'elle en avait vu suffisamment et qu'elle n'avait pas besoin de s'infliger finalement le visionnage de très nombreuses heures On peut comprendre. de sévices sexuels, évidemment. Et nous ne souhaitions pas en fait qu'elle découvre ces vidéos à l'audience, le jour de l'audience, et que cette audience soit finalement beaucoup plus dommageable pour elle. Et c'est en visionnant dans nos cabinets respectifs au mois de mai dernier ces vidéos qu'en réalité en fait est née cette volonté d'ouvrir les portes de la salle d'audience, parce que sa réaction a été celle d'une indignation primaire. Au visionnage de ces vidéos, Gisèle Pelicot y a vu beaucoup plus que des viols, elle y a vu, et a raison, une volonté d'avilir, de salir, d'humilier. Il y est question de la vêtir comme une prostituée, il est question de lui insérer des objets, parfois même une fourchette, d'inscrire au marqueur sur ses sous-vêtements troués des inscriptions tout à fait injurieuses. Et elle s'est dit, en voyant ces vidéos qu'elle découvrait à nos côtés, elle s'est dit, mais finalement, qu'a-t-on fait de moi, si ce n'est un sac poubelle? Je n'existe pas, je ne suis rien dans les yeux de ces agresseurs. En fait, il faut que les gens voient ça, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et il n'y a pas qu'un viol. Il y a plusieurs centaines de viols à l'initiative d'une cinquantaine d'individus. Qu'est-ce que ça dit de nous? Comment notre société est parvenue à créer une chose pareille? Les gens doivent voir ça. Ça demandait quand même beaucoup de courage. Et d'ailleurs, on l'a vu, Gisèle Pelicot se transformer physiquement au fur et à mesure que les procédures avançaient. Je me souviens d'avoir vu les premières images d'elle, la tête basse avec ses lunettes fumées rondes qui sont presque devenues sa signature maintenant. Et puis on l'a vu enlever ses lunettes. Et même au dernier jour, marcher la tête haute, droite et même sourire. Comment est-ce que vous direz qu'elle a évolué durant tout ce procès? C'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement on l'a constaté aussi. En réalité, je dirais que c'est la conséquence du dialogue implicite qui est formidable et d'une beauté incroyable qui s'est déroulé devant nos yeux. Ce dialogue entre Gisèle Pelicot et l'opinion et le public, en tout cas le public qui dès le matin bravait le froid pour aller de longues heures faire la queue pour obtenir une place dans la salle d'audience, et qui l'applaudissait lorsqu'elle arrivait le matin, et lorsqu'elle sortait de la salle d'audience lui faisait des haies d'honneur. Le public également qui, sans venir dans la cour, en réalité, simplement les badauds dans la rue, en traversant la rue ou en allant acheter une baguette de pain le soir, en réalité, venaient lui témoigner également, en fait, aussi bien leur admiration d'ailleurs que la remercier pour ce qu'elle faisait. En réalité, Gisèle Pelicot y a puisé sa force pendant toutes ces semaines, et ça lui donnait la force de revenir le lendemain pour affronter ses violeurs, et en retour, elle voyait bien que elle rendait quelque part à toutes ces femmes et ces hommes aussi, car il y avait quelques hommes également dans tout ce public, elle leur rendait ce que eux lui avaient donné, en ce sens que en fait certains venaient la voir pour lui dire mais madame, grâce à vous, grâce à ce que vous faites, en fait aujourd'hui vous savez quoi, j'ai décidé de divorcer, grâce à vous j'ai franchi les portes d'un commissariat, ou d'autres encore lui disaient, vous savez madame, moi je n'ai pas eu le courage que vous avez eu, mais merci de le faire parce que vous le faites aussi pour moi. Donc en fait c'était une forme de donnant-donnant absolument extraordinaire, et cette transformation physique que vous avez observée, tout comme nous bien sûr, je pense qu'elle est le résultat en fait de ce dialogue implicite mais extrêmement fort qu'a eu Gisèle Pelicot avec le public extérieur, dans lequel elle a puisé effectivement sa force et finalement sa fierté, parce que au départ, même si elle a voulu ouvrir les portes, elle ne l'a fait que timidement, bien sûr. Elle avait déjà la tête haute,
mais sa tête est devenue de plus en plus haute et relevée, bien sûr, au fur et à mesure qu'elle sentait ce soutien de l'opinion qui lui rendait effectivement les efforts qu'elle déployait à l'intérieur de la salle d'audience. Comme si elle avait, pas comme si elle a complètement retrouvé sa dignité. Ah oui, sa dignité, oui, ça c'est absolument certain. Sa vie, malheureusement, elle est détruite. Mais au moins, sa dignité, oui, elle l'a retrouvée. Et vous savez, pour elle, c'est presque vital. C'est-à-dire qu'on parle d'une femme qui a été privée de son libre arbitre pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant 10 ans, on s'est assis sur son libre arbitre. C'est une femme qui, aujourd'hui, avec cette procédure judiciaire, et encore aujourd'hui, en fait, reprend la main. Elle reprend la main sur sa propre vie. Donc effectivement, c'est magnifique à observer, bien sûr. Antoine Camus, vous êtes un des avocats de Gisèle Pélicaud et merci de nous laisser sur cette note d'espoir, cette note lumineuse. Elle a inspiré effectivement beaucoup de femmes jusque chez nous. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour revenir sur ce procès marquant. Merci à vous.